Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'éthique. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui êtes déjà arrivés. Je pense qu'il manque encore un petit peu de monde. On va attendre encore 1 ou 2 minutes si vous voulez bien. En attendant, est-ce que au moins 1 ou 2 personnes peuvent me confirmer que vous m'entendez bien déjà? En levant la main, par exemple. Faites-moi un signe pour me dire si vous m'entendez. Ouais, super. Très bien. Et que la vidéo aussi, vous me voyez bien. Parfait le son, très bien. Ok, super. Après, il est 50, hein. Moi, j'ai envie de vous proposer qu'on commence, parce qu'après, sinon, on va prendre trop de retard. Donc déjà, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions, mais via le chat. J'ai des collègues avec moi qui sont chargés de recenser un petit peu toutes les questions et on les abordera toutes à la fin. Je vais vous partager mon écran. Même chose, on va d'abord s'assurer que vous voyez bien la même chose que ce que je souhaite vous présenter en plein écran. Et là, est-ce qu'on est bon pour le plein écran? Ceux qui assistent. Ok, alors, on va y arriver. Partager la fenêtre. J'y retourne, ne vous inquiétez pas. Parce que là, c'est bon. Toujours pas. On va y arriver quand même. Alors, partager mon écran. On va essayer comme ça. Ça marche. Ça marche. Et là? C'est en train de... Parfait. C'est en train, ça. On ne voit pas encore, mais... Pour l'instant, c'est un écran noir. Ouais. Moi, il me dit que je partage mon écran. Donc, peut-être que ça va arriver. Il n'y a toujours rien? Ok. On écran déjà. Sur la bonne session. On va apprendre. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Pourtant, partage. Mais c'est fini peut-être. Ben, c'est ce que j'ai fait là, mais c'est ça que je veux leur partager. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ça apparaît. Il y a quelque chose qui s'affiche? Oui, c'est bon. Ok. C'est pas en plein écran. Et alors, normalement, maintenant, on va basculer en plein écran. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Super. En plein écran, on est parfait. Du coup, donc les questions, je disais, vous pouvez les poser sur le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. N'attendez pas la fin de la présentation. Si jamais vous levez la main, pensez bien à les redescendre hein, pour qu'on on sache qui veut prendre la parole ou pas. Et puis vraiment privilégier le chat pour la conversation et les questions. À la fin du webinaire, si vous voulez bien tous bien penser à quitter le webinaire, parce que sinon ça pose des problèmes ensuite à mes collègues qui sont en charge de l'enregistrement, ça leur donne des cheveux blancs. Et puis les supports seront partagés de toute façon avec le lien de la vidéo. Voilà. Alors on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Aujourd'hui on est réunis pour parler d'éthique médicale. C'est une initiation à l'éthique médicale. J'insiste sur le fait que c'est une initiation, puisque ce qu'on va aborder ici, c'est très modestement un sujet qui, pour le coup, justifierait à lui seul plusieurs webinaires si on voulait aborder ne serait-ce que les bases historiques et philosophiques de l'éthique, et puis toutes les subtilités des grands principes qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Mais bon, je suis quand même ravie d'aborder ce sujet avec vous, parce que c'est un sujet que je trouve, pour ma part, passionnant et très, très aidant
dans le quotidien pour s'orienter dans le travail et puis aussi dans la vie personnelle, pour dire la vérité. Alors, pour commencer, on va aborder les choses d'un point de vue étymologique. Le terme éthique, il vient du grec ethos, qui signifie mœurs, habitude. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, Cicéron, c'était un homme d'État romain, il a traduit le terme éthique par celui de morale en latin, qui lui-même signifiait mœurs. Donc c'est intéressant de voir que le mot éthique, il peut s'utiliser aussi bien comme nom commun que comme adjectif. Comme nom commun, l'éthique, ça va désigner une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Quand on l'utilise comme adjectif, l'éthique, ça s'utilise dans le sens de conforme à la morale. Bien, ça peut qualifier une activité, une attitude, une conduite qui intègre des critères moraux. Alors, pendant ce webinaire, je vous demande d'avance de m'excuser, mais je vais être forcée d'être un petit peu schématique, quelquefois même peut-être caricaturale. Je ne vais pas pouvoir entrer dans toutes les subtilités des concepts qu'on va aborder, parce que, comme je vous disais auparavant, ça demande du temps. Et puis, je ne suis pas philosophe, moi de formation, je suis médecin. Donc, l'idée à l'issue de ce topo, c'est plutôt qu'on ait vu ensemble les grandes lignes de la réflexion éthique dans le domaine de la santé. Mais pour ceux qui pourraient avoir envie d'approfondir ce qu'on va voir, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, soit par le DAC, enfin vous pouvez me contacter par le DAC. Et si ça plus loin. Alors, il y a différents cadres normatifs qui vont s'appliquer en fonction du cercle, en fonction du groupe social dans lequel on se trouve, quelquefois de façon concomitante, quelquefois de façon isolée. La loi, par exemple, s'applique à l'échelle d'une nation ou d'un groupement de nations, tandis que la déontologie, d'un autre côté, va se définir comme l'ensemble des lois, entre guillemets, qui font autorité au sein d'une profession. La morale, c'est ce qu'on va, en quelque sorte, intérioriser, comme les règles qui s'expriment au sein d'un groupe social auquel on partage et qui sont si largement partagées qu'elles forment un consensus social stable. C'est ce qui se fait et c'est ce qui ne se fait pas, en gros, quoi. Elle peut beaucoup varier en fonction du contexte culturel. Et puis enfin, les valeurs, elles sont pour le coup plus généralement individuelles. C'est comme une sorte de code d'honneur qu'on s'applique, une ligne de conduite qu'on se fixerait à soi-même afin de se sentir en cohérence avec ce qui est important pour nous. On parle aussi de résonance cognitive. Les valeurs, elles peuvent bien entendu être partagées aussi au sein d'un même groupe social. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui constitue la colle, la glu, le ciment d'un groupe. Alors, au cours de l'histoire, l'éthique et la morale, elles se sont différenciées et leurs sens se sont diversifiés. L'éthique, progressivement, elle ne désigne plus seulement une visée et un but, mais aussi les mœurs elles-mêmes. Et le terme éthique, il peut s'interpréter de deux façons. Il y a la visée éthique et les conduites éthiques. Si on essaie de traduire ça en termes un peu plus concrets, la visée éthique, ce serait l'objectif à atteindre. Et puis les conduites éthiques, ça serait la feuille de route pour ça, pour atteindre cet objectif. Alors l'éthique, à quoi ça sert ? Eh bien, la réflexion éthique, elle va trouver son utilité au sein d'une organisation, au sein d'une profession, à plusieurs niveaux. Déjà par la recherche de sens qu'elle va représenter et l'ouverture au dialogue. Et puis ensuite, elle va permettre le tissage des liens entre les membres d'une organisation qui vont partager de façon concrète leurs valeurs au travers de cette réflexion. Et enfin, elle crée aussi les conditions pour construire la confiance par le fait que les personnes en présence savent qu'elles vont pouvoir s'appuyer sur le respect de ces mêmes valeurs et sur la considération mutuelle que ça va engendrer entre les individus. On distingue plusieurs façons de pratiquer l'éthique, de la mettre en mouvement, de la mettre en application. D'une part, il y a l'éthique normative ou éthique de conviction qui va s'attacher au respect des règles établies dans le domaine considéré. L'objectif dans ce mode de pensée, c'est de viser vers ce qui est bien, dans le sens de ce qui est conforme aux règles. Et puis ensuite, il y a l'éthique réflexive ou éthique de responsabilité qui, elle, va considérer toutes les particularités de la situation, en tenant compte du cadre normatif, bien entendu, mais en l'appliquant de façon raisonnée, en le modulant en fonction du cas face auquel on se trouve. Dans ce mode de pensée-là, le but,
va être de viser vers ce qui est juste au regard des normes, mais aussi au regard des singularités de la situation qu'on considère. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble important qu'on sache de quoi on parle en réalité quand on parle d'une situation éthique. Donc, une situation éthique, c'est une situation dans laquelle on sent de façon presque instinctive qu'il y a quelque chose qui cloche face à une décision qu'on a à prendre, face à une attitude qu'on a à adopter. On se sent face à un dilemme. Et ce sentiment de malaise, il vient du fait qu'on se rend compte qu'il y a différentes valeurs, il y a différentes normes qui entrent en jeu et qui sont en tension, en conflit. On perçoit aussi qu'en fait, il y aurait plusieurs réponses possibles à la problématique qu'on considère. Une situation qui n'aurait qu'une option, une seule option, un seul choix possible, par définition, ce n'est pas une situation éthique. Et puis, c'est aussi une situation dans laquelle on se sent impliqué. C'est une situation où on a le sentiment que notre responsabilité, elle est engagée d'une certaine façon, directement ou indirectement. Et pour finir, c'est une situation qui comporte une dimension de complexité. On perçoit là aussi souvent de façon un peu instinctive dès le début. Cette complexité, elle peut être liée aux caractéristiques de la situation elle-même, mais aussi aux valeurs qu'elle vient questionner chez tous les acteurs de la situation. On va passer maintenant un peu plus précisément à l'éthique dans les soins. Et dans ce domaine, là aussi, on va distinguer différentes catégories, différentes disciplines. On a d'une part l'éthique biomédicale, qui est l'ensemble de valeurs, l'ensemble de règles de conduite des professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients. C'est une catégorie assez large, avec une portée assez vaste, et elle va reposer sur 4 piliers qu'on développera un tout petit peu plus loin dans la présentation, qui sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et l'équité. Ensuite, on a l'éthique clinique, qui est quant à elle une éthique incarnée, une éthique qui s'attache à réfléchir sur la situation concrète et singulière d'un patient afin de lui délivrer la meilleure qualité de service médical rendu. Cette éthique clinique, elle passe par un approfondissement de la réflexion qui mène à la décision médicale en visant à identifier les enjeux éthiques de cette décision. Et c'est cette réflexion approfondie qui va avoir pour effet d'accroître la pertinence de la décision et donc sa qualité. L'éthique clinique, elle contribue aussi à la personnalisation des soins, puisqu'elle vise à ajuster au maximum les soins délivrés à la situation et aux souhaits du patient, en mettant son autonomie au cœur de la prise de décision. Chaque situation, chaque patient étant unique, c'est une éthique personnalisée, dans la mesure où la réponse apportée sera différente pour chaque patient et chaque situation, même si la question qu'on va se poser initialement, elle peut paraître similaire au premier abord. Je vous ai mis là une citation de Mark Ziegler, qui est un médecin américain, qui est un des principaux fondateurs de l'éthique clinique dans les années 90, et qui dit ainsi que le fait d'affronter les questions éthiques dans notre pratique quotidienne, ça fait partie intégrante d'une bonne pratique médicale et que c'est un élément fondamental de la qualité des soins. Donc, vous voyez donc que l'éthique clinique, en réalité, c'est une démarche, c'est une façon d'aborder une situation clinique en tenant compte de toutes ses caractéristiques et toutes ses dimensions. L'éthique clinique, elle se pratique en collégialité et de façon pluridisciplinaire. Alors, pourquoi c'est le cas? Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est en croisant les différents regards qu'on va se donner le plus de chances de ne passer à côté d'aucune de ces caractéristiques et aucune de ces dimensions, justement. C'est ça qui va venir enrichir les débats. Et c'est aussi de cette richesse du collectif que va pouvoir émerger la créativité nécessaire pour trouver les différentes options possibles face à la situation. Elle implique un collectif qui a choisi de se mettre au service du meilleur intérêt global, c'est-à-dire pour le patient, pour lequel se pose la question bien entendu, mais tout en sous-pesant aussi les conséquences éthiques des décisions à prendre pour l'ensemble des protagonistes impliqués. Le collectif, il vient en aide à l'individu, il redonne de la force à la parole du patient face à ceux qui partagent avec lui le pouvoir de décider. Là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le détail, et on va aborder les 4 piliers de la réflexion éthique. Et pour commencer, le principe d'autonomie. Déjà, je voudrais préciser quelque chose qui a son importance. C'est pas parce que
on présente généralement l'autonomie en premier quand on parle des piliers éthiques, que ça signifie que c'est le plus important. Il n'y a pas de prépondérance d'un principe sur un autre. Et vraiment, il convient de tous les considérer avec le même œil face à un dilemme éthique. Donc l'autonomie, il s'agit du principe selon lequel un individu est capable de s'autodéterminer, c'est-à-dire de décider par lui-même, pour lui-même. Une personne autonome, elle est censée posséder certaines caractéristiques nécessaires à l'autodétermination. Ces caractéristiques, c'est la compréhension, le raisonnement, la délibération et le choix indépendant. La personne autonome, elle va être en position d'agir de façon intentionnelle, avec compréhension et sans influence extérieure. Alors, c'est important de considérer le fait qu'une personne qui possède ces caractéristiques, elle peut quelquefois se trouver en situation de ne pas réussir à faire un choix spécifique totalement autonome en raison de contraintes temporaires liées par exemple à une maladie comme la dépression ou par l'ignorance, par la coercition, par d'autres facteurs qui peuvent venir restreindre ces options. Et à l'inverse, des personnes qui ne possèdent sur le papier, encore une fois, pas les caractéristiques de l'autonomie, sont pourtant en capacité à certains moments de faire des choix autonomes. Par exemple, un patient qui serait en secteur psychiatrique, déclaré incapable de s'occuper de lui-même, voire même incapable de jugement, il peut tout à fait faire des choix autonomes pour exprimer une préférence alimentaire, un souhait pour une activité ou même pour le refus d'un traitement. Le respect de l'autonomie, ça consiste au minimum à reconnaître son droit à avoir des opinions, à faire des choix et à agir en fonction de ses valeurs et de ses croyances. Un tel respect, il implique plus que simplement le fait de ne pas intervenir dans les affaires de l'autre. Il s'agit d'avoir une action respectueuse, pas uniquement une attitude respectueuse. Il faut se mouiller, en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelquefois l'obligation de développer ou de maintenir les aptitudes au choix autonome de l'autre, tout en dissipant ses craintes éventuelles ou tout autre facteur qui viendrait les contraindre et qui viendrait perturber sa capacité d'agir de façon autonome. Alors ensuite, le principe de non-malfaisance. Le principe de non-malfaisance, il affirme l'obligation de ne pas causer de tort à autrui. C'est un des principes forts de l'éthique médicale. C'est un des principes qui figure notamment dans le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins en disant « Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je les protégerai de tout mal et de toute injustice. » La non-malfaisance, elle va requérir de s'abstenir intentionnellement d'agir pour ne pas causer de mal. Pour être plus clair, la non-malfaisance, elle nous demande quelquefois de nous abstenir d'agir, de nous empêcher d'agir pour ne pas causer de tort à l'autre. Un exemple concret en médecine, c'est le principe de la balance bénéfice-risque. Les médecins, on y pense à chaque fois qu'on va prescrire un médicament, un dispositif médical ou même un examen complémentaire. Et c'est suivant ce principe qu'on se dit quelquefois que ce n'est pas parce qu'un geste est techniquement réalisable ou qu'un médicament est disponible qu'il faut forcément y avoir recours si on pense que le risque ou le tort causé pour le patient sera supérieur au bénéfice. Ce principe, il entre aussi en jeu dans la théorie du double effet dans les soins palliatifs. Quelquefois, en soins palliatifs, il y a des traitements dont on sait qu'ils peuvent avoir des effets. Alors, on sait qu'ils ont des effets attendus, et puis ils peuvent avoir aussi des effets adverses, qui ne sont pas ceux que l'on recherche initialement. Et dans ce cas, c'est l'intentionnalité qu'on a mis à la base qui va signer la non-malfaisance. C'est-à-dire que si l'intention initiale est bonne, on ne considérera pas avoir été malfaisant si jamais il y a des effets adverses qui surviennent. Alors, le principe de bienfaisance maintenant. En fait, la bienfaisance et la non-malfaisance, en vrai, ce sont les deux côtés d'une même médaille. Mais une médaille qui aurait deux côtés piles, c'est-à-dire que le but recherché est le même, à savoir le bien du patient. La bienfaisance, ça va être la recherche de bien-être, et la non-malfaisance, ça va être la recherche d'absence de souffrance. Le principe de bienfaisance, il établit une obligation à aider les autres pour servir leurs intérêts essentiels et légitimes. Il y a deux aspects dans la bienfaisance. Il y a d'une part la bienfaisance positive ou active, qui requiert que la personne apporte des bienfaits. Et puis, il y a l'utilité. L'utilité, elle requiert que la personne pèse bien les avantages et les inconvénients de son action pour parvenir au meilleur résultat possible dans l'ensemble. Autrement dit,
Il s'agit de déterminer quelles actions produiront une quantité suffisante de bienfaits pour justifier leur coût éventuel. Ça introduit, là encore, un autre principe qui est celui de la proportionnalité. La proportionnalité, c'est un mot difficile à prononcer, qui est également très important en médecine et qui nous ramène à la question, une fois de plus, de la balance bénéfice-risque qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis le quatrième et dernier pilier, c'est celui de la justice ou de l'équité. Je vous ai mis une petite image qui parle franchement, à la limite, j'aurais presque pu ne rien dire sur cette diapo, tellement l'image est parlante. Il s'agit du pilier pourtant le plus complexe à aborder, le plus difficile à saisir, parce qu'il comporte des dimensions humaines, sociétales, économiques. Donc si on essaie de simplifier, encore une fois, on est là pour essayer de simplifier les choses aujourd'hui, si on essaie de simplifier la notion, on peut s'appuyer sur cette vignette, ce dessin, qui illustre la différence entre égalité et équité. La justice ou l'équité, elle doit tendre à offrir les mêmes possibilités à tous en tenant compte de leurs caractéristiques qui peuvent constituer en elles-mêmes un handicap dans le sens sportif du terme, c'est-à-dire que dans la vie, il y en a certains qui partent avec une longueur d'avance, puis d'autres malheureusement avec un train de retard. Et le principe d'équité, il est censé venir équilibrer ces inégalités. En éthique, on va se référer principalement à la notion de ce qu'on appelle la justice distributive, c'est-à-dire une distribution équitable, juste et appropriée, déterminée suivant des normes qui sont celles qui structurent les conditions de la coopération sociale. Grosso modo, la justice distributive, elle va désigner la répartition de l'ensemble des droits et des responsabilités dans la société. Alors, je vais arrêter la vidéo avant qu'elle démarre. Voilà. Alors voilà, là on a abordé les grandes lignes de l'éthique médicale, de l'éthique clinique, et puis les grands principes, les fondations sur lesquelles on vient s'appuyer en réflexion éthique. Je voudrais maintenant vous montrer cette petite vidéo, qui est une vidéo de présentation du comité d'éthique clinique de la PHP à Paris, et qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, je vais juste monter le son. Un service de la PHP, n'importe qui peut l'appeler directement, des patients, des proches de patients, des médecins, des soignants, lorsqu'une prise de décision médicale est difficile à prendre sur le plan éthique. Il y a quelques spécificités au sein des techniques, c'est de travailler au moment où on discute la décision, de rencontrer tous les intervenants, tous les protagonistes d'une situation, et de le faire à plusieurs, principalement avec des non-soignants et des non-médecins, par exemple le philosophe, juriste. Je mets en pause parce que le son n'est pas bon, on s'en rend compte, on va essayer d'améliorer ça. En mettant... Alors, mettre au début. Anthropologue. Alors, on va basculer sur la vignette d'avant et comme ça va la relancer au départ. Le centre d'éthique clinique est un service de la PHP. N'importe qui peut l'appeler directement, des patients, des proches de patients, des médecins, des soignants, lorsqu'une prise de décision médicale est difficile à prendre sur le plan éthique. Il y a quelques spécificités au centre d'éthique clinique, c'est de travailler au moment où se discute la décision, de rencontrer tous les intervenants, tous les protagonistes d'une situation, et de le faire à plusieurs, principalement avec des non-soignants et des non-médecins. Par exemple, philosophes, juristes, sociologues, anthropologues, ou même des citoyens. Nous travaillons pour n'importe quel service ou n'importe quel patient. On va beaucoup travailler en gériatrie, en EHPAD, en réanimation néonatale, en réanimation adulte. Ça peut concerner des situations de fin de vie, notamment lorsque des équipes se posent des questions sur les limitations ou arrêts thérapeutiques. D'autres situations qui peuvent concerner la procréation médicalement assistée, où les équipes souvent s'interrogent sur le fait de savoir s'ils peuvent accompagner un couple dans leur demande, notamment si, par exemple, l'homme est malade d'une maladie grave, comme un cancer, et qu'il va décéder bientôt. Par exemple, un patient atteint de troubles psychiatriques importants, qui vit à la rue, qui est hospitalisé pour une gangrène de la jambe, qui refuse d'être amputé. Toute la question est de savoir si on accepte son refus et en mettant en jeu son pronostic vital, ou s'il faut le forcer à être amputé du fait de son manque de compétences. Et donc l'idée aussi est de savoir comment les patients et les médecins s'en sortent dans leurs discussions concernant les prises de décision. D'un point de vue sociétal, finalement, la conjonction de
une certaine forme d'autonomisation des patients ou davantage de droits pour les personnes conjuguées à l'évolution de la médecine, fait que de nouvelles questions éthiques se posent en permanence. Voilà, donc vous voyez, les comités éthiques tels qu'ils sont présentés là, tel que celui qui est présenté dans la vidéo, c'est des instances qui sont de plus en plus répandues, que ce soit à l'hôpital bien sûr, mais aussi dans des établissements médico-sociaux, dans le secteur du handicap, dans celui des personnes âgées aussi. Et c'est une très bonne nouvelle de mon point de vue parce qu'on a vu que c'était un facteur d'amélioration de la qualité des soins. Et puis en plus de ça, je pense que ça peut aussi être un facteur important d'amélioration de la satisfaction et de la qualité de vie au travail pour les soignants, dans la mesure où ça va venir remettre du sens dans ce qu'ils font, et comme on l'avait évoqué au tout début de la présentation. Alors concrètement, comment on peut faire si on veut se lancer avec son équipe, au sein de sa structure, au sein de son organisation, pour instaurer une culture de réflexion éthique au service des usagers que vous avez en charge. Avant de conclure ce webinaire et de passer aux questions, je voulais vous montrer une dernière vidéo que je ne passe pas encore à la diapo suivante parce que j'ai compris que maintenant la vidéo elle se déclenche automatiquement, qui va vous donner un exemple concret de comment l'éthique peut venir s'inviter au plus près des professionnels sur le terrain, avec un EHPAD qui a mis en place une instance éthique pour aider à la résolution des conflits. Conflit dans les EHPAD, c'est l'objectif recherché par l'établissement Paul Gérard à Vertus, dans la Marne. Un comité d'éthique et une plateforme de lanceurs d'alerte ont été mis en place. Nicole Faché, Claudine Crème. Dans une résidence pour personnes âgées, il n'est pas rare que les personnels soient confrontés à des situations difficiles. Jusqu'à présent, ils ne savaient pas comment y faire face. Désormais, à Vertus, le comité d'éthique leur proposera des solutions. Un jour, il y avait deux personnes qui se battaient dans la chambre. J'arrivais pas à les séparer. J'ai été chercher une collègue pour qu'elle m'aide à les séparer. C'était des résidents? Oui, c'était des résidents, oui. Ça nous arrive qu'on se fasse insulter ou autre. Donc après, on essaye de parler à la personne, de leur expliquer que c'est pas bien, mais après, je sais pas si c'est bien ou pas. Donc je pense que le comité d'éthique va nous aider. Indépendant, le comité d'éthique sera chargé d'examiner tous les conflits de valeurs. Ils sont nombreux et dégénèrent parfois en tension entre les agents, les résidents, les familles et la direction. C'est la sexualité en EHPAD, par exemple. Est-ce que c'est autorisé? Oui, comment, pourquoi? C'est le problème de la voiture. Est-ce qu'on enlève une clé à un résident? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? La question de la fin de vie, l'accompagnement de la personne, l'accompagnement de la famille. Parallèlement, l'EHPAD se dote d'un nouvel outil, la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte, la première dans la Marne. L'objectif est de libérer la parole. On est persuadé qu'on va avoir une explosion de cas liés au harcèlement de tout type. Et donc là, ça va être au gestionnaire d'alerte et donc à son comité d'éthique de pouvoir statuer sur les suites à donner. L'établissement a fait le choix d'externaliser. La plateforme des lanceurs d'alerte et le comité d'éthique doivent permettre de faire la transparence sur les pratiques au sein de l'EHPAD. Une façon de rassurer les familles qui se détournent des résidences pour personnes âgées après plusieurs scandales de maltraitance. Voilà, alors, on arrive à la fin de la présentation. Et du coup, s'il y a un message que j'aimerais que vous emportiez avec vous aujourd'hui, c'est que l'éthique, c'est vraiment à la portée de tous. Et que ce n'est pas nécessaire d'avoir eu un 20 sur 20 au bac philo, ni même d'avoir lu les grands philosophes ou quoi que ce soit pour pouvoir participer à une réflexion éthique. L'éthique, c'est avant toute chose une façon d'aborder les choses, une façon de réfléchir, de se questionner face à une situation qui se présente à nous. Et d'ailleurs, on dit très souvent qu'en éthique, plus on se pose de questions, on se pose plus de questions qu'on ne trouve de réponses. La réflexion éthique, c'est un filtre, c'est un tamis qui va nous permettre de faire le tri, d'essayer de tirer les éléments les plus fins de la situation qu'on a en face de nous pour l'apercevoir dans toute la subtilité de ses détails. Donc en réalité, en éthique, le plus important, vous l'aurez compris, c'est pas tant la solution, la décision prise, que le cheminement qu'on va aborder. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. Avant de passer aux questions, un petit rappel pour ceux qui... Oui, c'est d'écrire les questions dans le chat. J'insiste beaucoup, mais c'est important pour qu'on puisse toutes les aborder. Et je vais peut-être retirer le partage d'écran pour que vous puissiez me voir. C'est quand même plus sympa pour les questions. Et si quelqu'un peut me confirmer qu'on me voit et qu'on ne voit plus mon écran, eh ben c'est super. On va pouvoir passer aux questions alors. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main. C'est vous qui gérez le lever les mains ou pas? Ouais, il faut utiliser le chat pour poser les questions parce que on ne va pas pouvoir vous donner, vous mettre les micros. Ah, c'était pour assurer que je t'ai vu, d'accord. Donc, il n'y a pas de questions, en fait. Tout le monde était absorbé par la présentation et ils n'ont pas pensé à poser des questions en même temps. Si vous avez des questions dans la salle, il ne faut pas hésiter non plus. Il y a une autre main levée. J'invite la personne qui lève la main à écrire sa question dans la conversation. Du coup, alors moi j'en ai une de questions pendant que les autres réfléchissent. Est-ce que ça donne envie à certaines d'entre vous d'essayer de se lancer dans vos structures, dans vos organisations? Et est-ce que c'est quelque chose qui aurait une utilité pour vous aussi? Est-ce qu'on peut donner l'accès au micro ou pas du tout? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un comité éthique dans chaque établissement? Alors, ça ne fait pas partie... Alors, dans chaque établissement, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les structures d'hébergement médico-social pour les personnes âgées, par exemple. Ça ne fait pas partie des obligations, mais dans le cadre de l'évaluation externe auquel on est soumis quand on travaille en EHPAD sur un référentiel qui est fourni par l'HAS, ça fait partie des critères qui sont regardés de très très près. C'est-à-dire qu'on n'exige pas des établissements qu'ils aient chacun un comité éthique, parce que ce serait compliqué, il faut avoir les ressources. Mais par contre, on exige, ça fait partie des éléments de qualité que les établissements aient une démarche éthique. Et la démarche éthique au sein des établissements, il faut qu'elle soit prouvée, il faut qu'elle soit documentée. Ce n'est pas juste de dire on a fait une formation bientraitance à nos soignants, par exemple. Ça, ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, ce qui est en train de se voir de plus en plus, c'est pas forcément des comités éthiques locaux au sein de chaque établissement, mais des comités qui existent. Par exemple, si c'est un groupement d'établissements, il y a un comité au niveau associatif ou au niveau du groupe privé, si c'est un groupe privé, qui va être le comité ressources pour les établissements du groupe. Voilà. Ça se voit vraiment de plus en plus, c'est en train de se structurer. C'est mieux que rien, ça, bien entendu. Après, le petit bémol que j'y vois, moi, c'est que ça ne permet pas forcément une implication directe des professionnels qui sont sur le terrain. Parce que les professionnels qui sont sur le terrain, ils vont remonter les situations, ils vont les signaler, mais ils ne vont pas forcément avoir la possibilité de participer au débat, de participer aux discussions. Donc, eux, ils vont remonter la situation, elle va être discutée au niveau du comité éthique, et dans le meilleur des cas, ils vont avoir un retour de ce comité éthique avec un compte-rendu et tout ça, mais ils n'auront pas forcément participé au débat.
Donc, après, les comités, c'est très bien. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir avoir simplement des réunions. Il n'y a pas besoin que ce soit un nom pompeux. On peut aussi, en équipe, juste se dire, bah, une fois dans le trimestre, on va se réunir pendant 1 heure et puis on va discuter des situations qui nous ont posé le plus de problèmes au niveau éthique. Alors, question suivante, comment porter attention à la question éthique dans un accompagnement sans pour autant avoir un comité? Alors, j'ai commencé à apporter un petit début de réponse dans ce que je viens de dire. Je pense que c'est, comme on disait, hein, c'est vraiment c'est un état d'esprit, en fait, la pratique de l'éthique. C'est une façon de se questionner face aux situations. Donc déjà, la base, je pense, c'est d'avoir cette connaissance vraiment des basiques. Il faut qu'elle soit partagée par tous. Parce que sinon, le risque, c'est de se lancer dans des discussions qui n'ont pas de structure. Si on ne suit pas les 4 piliers de l'éthique, par exemple, c'est un bon début, en fait, de se dire, OK, cette situation-là, on va la considérer au regard de ces 4 piliers-là. Et qu'est-ce que ça donne au regard de ces 4 piliers-là? Déjà, c'est un point de départ, c'est simple, hein, c'est simple à mettre en œuvre, et c'est un bon point de départ, me semble-t-il. Par contre, il faut que ces 4 piliers, ils aient été expliqués à tout le monde pour qu'on sache bien de quoi on parle et au travers de quel filtre on va observer la situation. Mais encore une fois, même sans comité d'éthique, on peut déjà simplement se questionner entre nous. Ensuite, il y a des structures, il y a une ressource qui existe, et là pour le coup qui existe de manière bien plus répandue, et je pense qu'on ne sollicite pas suffisamment quand on est à l'extérieur de l'hôpital, c'est que souvent il y a quand même des comités d'éthique qui sont portés par des centres hospitaliers et qui, pour la plupart d'entre eux, sont ouverts à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que quand on est dans un service de soins à domicile, qu'on travaille dans un service de soins à domicile, si on a une situation qu'on veut soumettre au comité éthique du centre hospitalier le plus proche, la plupart du temps, c'est possible de le faire. Mais ce n'est pas très connu. Il peut manquer aussi les contacts. En fait, on ne sait tout simplement pas à qui il faut s'adresser et on ne le fait pas. Mais c'est des ressources qui existent. Alors, pour rendre compte de la dynamique éthique au regard de ces critères d'évaluation. Par rapport à l'évaluation externe, c'est ça, c'était ça la question, j'imagine. Les outils, les méthodes, non. Ce qui rend compte de la dynamique éthique dans laquelle s'est lancé un établissement, c'est la démarche. Donc, ça va être la formation. Ça, c'est, je pense, un prérequis. Et puis, ça va être la mise en place ou pas de commissions régulières avec des comptes rendus qui viennent tracer, qui viennent documenter le fait que ces commissions se sont tenues. Pas les comptes rendus avec le contenu des situations qui ont été discutées, mais un compte rendu avec des feuilles d'émargement. C'est bête, hein, c'est bête et méchant, mais c'est là-dessus qu'on va regarder. Des feuilles d'émargement avec, pour voir aussi la diversité des professionnels qui participent à ces réunions. C'est ça qui va être observé. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais sinon, il ne faut pas hésiter à me le redire, je repréciserai. Est-ce que la famille est informée? Doit-on avoir son accord? Pour les comités d'éthique comme celui qui a été présenté, j'imagine, dans la vidéo de la PHP, non, à partir du moment où la personne n'est pas soumise, non, il n'y a pas d'information obligatoire. Après, la plupart du temps, vous aurez compris, hein, on l'a dit, hein, l'éthique, elle est là pour aborder la situation dans toute la diversité de ses dimensions. Donc, si on considère une situation, enfin, si on discute d'une situation concernant un patient sans tenir compte de son entourage, déjà, pour moi, on n'y est pas, quoi. En fait, il y a un facteur qu'on a éliminé. Après, tenir compte d'un facteur, ça ne veut pas dire lui demander son accord. Ça veut dire tenir compte de ce facteur-là. Il faut demander à la personne. Celui qui doit toujours être informé, en revanche, c'est le patient. Le patient dont on va discuter, lui, il faut qu'il soit, y compris même d'ailleurs, quelquefois, le patient, il est présent au comité dans lequel on va discuter de sa situation. Pas forcément tout au long de la session, mais il peut être présent au moment où on va discuter de sa situation. Et du coup, au patient, on peut lui demander, s'il souhaite ou s'il ne souhaite pas, que la famille soit informée et qu'elle soit présente. Si elle refuse. Pour la famille? Non, si elle refuse. Qu'on discute de sa situation?
je pense qu'un moyen pour quand même répondre aux besoins des professionnels, c'est de discuter de la situation de façon totalement anonymisée, par exemple, pour au moins donner des clés de compréhension aux professionnels qui, eux, ressentent le besoin. Et on peut aussi informer le patient de ça, en fait, du fait que, OK, vous ne souhaitez pas qu'on fasse mention de votre situation, mais nous, on ressent un besoin dans votre accompagnement. On va en discuter en équipe, mais personne ne saura, il n'y aura pas d'éléments qui permettent de vous identifier. Ça peut se faire. Alors, nous souhaitons mettre en place un comité dans notre pôle. Existe-t-il une formation qui permettrait de débuter la réflexion et de nous guider? C'est marrant parce que j'ai l'impression, ce matin, une autre personne me posait exactement la même question. Pardon, j'ai beaucoup parlé, il faut que je vois. Oui, il y a des formations. Alors, il y a des organismes de formation qui accompagnent les établissements dans la mise en place de comités d'éthique, en fait. J'en connais un, par exemple, mais je pense qu'il en existe plusieurs. C'est des ressources qui existent. Donc, oui, il y a un accompagnement tout à fait possible. Après, ce qui est toujours bien, je ne sais pas de quel pôle vous parlez dans votre question. Ce qui est toujours bien, c'est d'avoir un professionnel parmi l'équipe concernée qui soit lui-même un petit peu formé. Alors, un petit peu formé, ça peut être un diplôme universitaire, ça peut être simplement une formation aussi, pas forcément diplômante, mais une formation sur l'éthique pour avoir quelqu'un qui pourra un peu piloter les choses. Mais oui, tout à fait. Des formations et des accompagnements à la mise en place de comités d'éthique, ça existe. Qui anime le comité, la réunion? Quelle qualification, quelle légitimité? Alors, je pense que ça dépend de la structure dans laquelle on se trouve. À l'hôpital, par exemple, c'est souvent des médecins qui sont à l'initiative de ça. C'est pas forcément, il faut le dire, c'est pas forcément des médecins qui ont un diplôme d'éthique, mais c'est simplement des médecins qui ont la volonté, l'envie de s'impliquer là-dedans. Et après, dans le comité, l'important, c'est d'avoir des personnes qui représentent, justement, avec des profils très divers. Il ne faut pas qu'il y ait que des soignants, par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait que des médecins. Donc, souvent, il y a un petit listing de personnes qui sont OK pour participer au comité éthique. Il y a des membres un peu fixes, si vous voulez, c'est ceux qui pilotent tout ça. C'est ceux qui sont réceptionnaires aussi des situations. C'est à eux qu'on va remonter les situations cliniques dont on veut discuter. Et eux, ensuite, vont diffuser à leur réseau, si vous voulez, entre guillemets, de consultants, de personnes qui veulent s'impliquer dans le comité d'éthique en leur disant, voilà, on nous sollicite pour telle situation. On voudrait fixer un créneau de discussion tel jour à telle heure, qui est disponible, qui veut se libérer. Et la plupart du temps, ça permet d'avoir un panel quand même assez large. Encore une fois, ce qui est intéressant quand on essaye de mettre en place ce genre d'instance dans une structure, c'est d'avoir des personnes qui sont salariés, des gens qui travaillent dans la structure, et c'est aussi d'avoir un œil extérieur. Quelquefois, ça peut être un prof de philo, ça peut être un représentant des usagers. Voilà, c'est toujours intéressant en tout cas d'avoir quelqu'un qui soit extérieur à la structure pour que vraiment on ait tout le panel des profils possibles. Sur les mêmes piliers. Alors, peut-on s'appuyer sur les mêmes piliers pour discuter les pratiques du quotidien? Une éthique pratique qui se distingue de l'éthique clinique. Discussion des situations de liberté d'aller et venir, de consentement à l'échelle d'une organisation et non rapportée à un patient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'éthique clinique, de toute façon, c'est une éthique pratique. Vous aurez compris, l'éthique clinique, c'est pas partir dans des grands délires conceptuels, pas du tout. C'est vraiment face à une situation. Alors là, on parlait d'un patient parce qu'on est dans le domaine du soin, mais face à une situation, face à une personne ou un groupe de personnes, on va réfléchir, pratique des pratiques, exactement. On va réfléchir de façon pratique avec les bases de réflexion qu'on a vues. Donc oui, ça peut se faire même sans que ce soit sur des situations spécifiques. Et ça peut se faire, du coup, au bénéfice d'un plus grand nombre de personnes.
Alors après, la discussion sur la liberté d'aller et venir, je pense que il peut y avoir une discussion un peu générale sur la conduite à tenir dans une structure, dans un établissement. Quelle est j'allais dire, la philosophie en fait qu'on a envie de pratiquer sur la liberté d'aller et venir. Et puis après, il y a de toute façon, quand bien même on aurait tout bien bordé d'un point de vue un peu général, de toute façon, on va devoir réfléchir à l'échelle individuelle au cas par cas. Toujours. Parce que chaque personne est différente, parce que chaque situation est différente, parce que l'entourage est différent, parce que les risques encourus par la personne face à cette question de la liberté d'aller et venir sont différents. Donc oui, c'est bien sûr qu'on peut réfléchir d'une manière un peu générale et c'est super parce que, encore une fois, ça donne une philosophie commune aux personnes qui vont travailler dans cet organisme et des valeurs communes aussi et que ça instaure déjà un socle de réflexion. Mais de toute façon, tout ça, ça sera mis à l'épreuve de la situation individuelle le moment venu. Il y a le ciel de Sionzi, oui, à qui on va donner la parole parce qu'a priori, ils n'arrivent pas à avoir accès à la conversation. Ok. Donc, les prévenir qu'ils peuvent activer leur micro. C'est moi qui peux le faire, ça? Bah, je ne sais pas s'ils m'ont entendu. Non, tu l'as activé. Ah, c'est eux qui peuvent... Ouais, ils peuvent activer. Ah, les prévenir, d'accord. Donc, le ciel de Sonzier, si vous pouvez activer votre micro, vous pourrez poser votre question. Moi, je les vois toujours avec le micro désactivé, là. Ouais, il y a... ça y est. Allez-y, je crois qu'on va vous entendre. Ben, merci beaucoup. Ça change pas la La conversation n'est disponible que pendant la réunion. Non, mais là, on vous entend, le CIAT de Sionzi, en tout cas. Vous nous entendez? Ah, je suis au téléphone avec vous. Et ça vit. Donc, c'est notre micro. Vous pouvez poser votre question, du coup. C'est deux choses différentes. Bonjour, moi j'avais une question, du coup. Nous, on est à domicile, c'est sur la vallée de l'Arve. Est-ce qu'il y a un comité éthique de l'hôpital de Salanches où on pourrait demander avis? Vous savez? Alors, je l'ignore. Je ne connais pas l'annuaire des comités d'éthique. Je suis navrée. J'aurais dû réviser avant de venir. Non, je l'ignore, mais il suffit de contacter l'hôpital et de poser la question. Alors, au standard de l'hôpital, je ne suis pas sûre qu'ils sauront vous répondre. La plupart du temps, les services qui sont très concernés par ça et qui, du coup, auront l'info, c'est les services de réanimation et les services de gériatrie, la pédiatrie, quelquefois aussi. S'il y a ces services-là, vous pouvez les contacter, leur demander, ils sauront vous dire. Ok, merci. Au CHAL, oui, il y a quelqu'un qui a répondu en disant qu'au CHAL, il y avait. Merci. Je redésactive le micro. Est-ce qu'on a fait le tour des questions ou pas? J'en ai pas raté, quoi. Non, ok, on est tout bon. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir mettre fin au webinaire pour aujourd'hui. Alors, on va se quitter, mais juste un petit rappel. C'est la date du prochain webinaire qui se tiendra le 22 mars à la même heure, à 12h45, sur le thème des principes de réflexion clinique en gériatrie. Voilà. Et vous pouvez consulter la page du site du DAC pour vous inscrire. Et puis aussi LinkedIn, c'est ça? Sur LinkedIn aussi, vous pouvez aller regarder pour la programmation et l'inscription. Et je vous rappelle, pour les raisons techniques, là pour le coup, de bien penser à quitter la vidéo à la fin de ce webinaire pour que l'enregistrement puisse se faire correctement. Merci à tout le monde de votre participation et puis peut-être à bientôt. Il y a comité éthique aussi à l'hôpital de Salanches. Voilà, l'info en dernière minute. Merci beaucoup et bonne journée.